Nous sommes le vendredi 6 septembre 2019, fidèles téléspectateurs de Chérif La Télévision, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle édition d'information. Malgré une année scolaire émaillée de grèves, les examens de fin d'année se sont tenus au Mali. Après la publication des différents résultats avec 52,48% pour le diplôme d'études fondamentales DF et 25,12% pour le baccalauréat, les avis sont divisés sur la question. Si ces résultats sont appréciés comme le fruit de l'année écoulée par certains, d'autres pensent que les interruptions constatées au cours de l'année scolaire ont eu un impact négatif sur les évaluations. Élément de réponse dans ce reportage signé Samaïra Sanogo et Seydou Niaré. 52,48 sur 100 élèves ont décroché leur ticket pour les études secondaires générales et professionnelles. 25,12 sur 100 élèves auront droit aux études supérieures. Ce sont les résultats des examens d'une année scolaire exceptionnelle. Exceptionnelle car émaillée d'une série d'arrêts de travail. Compte tenu de la particularité de cette année, moi je dirais plutôt que les résultats ont été vraiment très satisfaisants. Compte tenu des grèves répétitives qui ont été déroulés durant toute l'année et qu'on a pu avoir moins ces résultats-là, 25% au bac et plus de 50% au DF, je crois que les résultats sont salutaires. Bon, je crois que ces grèves ont été vraiment des conseils pour les uns et les autres, notamment les parents d'élèves, les élèves et les partenaires des différentes écoles. Ça nous a permis de prendre toutes les dispositions. Puisque on sait que quand ces grèves-là surviennent au cours de l'année, ça perturbe les cours. Donc pour éviter que ces perturbations ne soient très approfondies, ne jouent sur le résultat, les dispositions doivent être prises, notamment les cours de rattrapage, les cours de rémédiation, et souvent on peut même procéder à la reprise anticipée des cours. Tout ça, c'est pour éviter que ces grèves-là ne jouent sur les résultats. Les réalités de l'année scolaire écoulée ont été un triste souvenir pour tous les acteurs du monde scolaire. Excepté le secteur privé qui a pu tenir les 9 mois, le public a été entièrement séché par des enseignants durant des mois, faute de consensus avec les plus hautes autorités, chose qui n'honore pas notre pays. Notre analyse, c'est que ça a bien marché chez nous, parce qu'on a eu 30 admis. Donc dans l'ensemble, ça n'a pas été mal. Donc les 52%, c'est très bien. Donc ça veut dire que c'est un effort consenti maintenant par tous, surtout l'école, et puis le CAP en question, le CAP de Banconi, qui ont fourni des efforts maintenant pour que ça puisse bien marcher. Tout à fait. Parce qu'en ce qui concerne le public, vraiment, ça a un peu dégénéré envers le public, mais ce qui concerne les écoles privées, ça a bien marché. On a fait les 9 mois d'études et ça nous a permis maintenant de faire des révisions. Et c'est ça même qui a même répercuté sur le résultat même. Eu égard à cette triste réalité, les protagonistes de l'école doivent prendre toutes les mesures adéquates afin d'éviter d'éventuelles crises. Moi, je dirais à l'État vraiment de s'assumer une fois de plus. Ils ont déjà fait beaucoup de choses, on doit les féliciter. Et je pense qu'ensemble, c'est pas l'État seulement, les enseignants, y compris tout le monde, on doit vraiment fournir assez d'énergie. On doit faire une synergie d'action à ce niveau pour ne pas connaître ce qu'on a vu cette année. Déjà, nous avons ramassé déjà les pots cassés à ce niveau. C'est ça qui a fait que dans beaucoup de classes, il y a eu beaucoup d'échecs aussi. Donc du coup, l'appel que moi je vais lancer à l'endroit de l'État, vraiment, s'il y a ce genre de problème, de créer cadre de concertation entre les enseignants et eux-mêmes pour vraiment assez que chacun puisse trouver des satisfactions à ce niveau pour qu'on puisse éviter les grèves durant l'année à venir. Et moi, je pourrais dire d'abord à l'endroit des élèves. Certes, l'échec aussi, c'est une expérience aussi de la vie. Et quand on connaît l'échec, on ne doit pas baisser les bras. Donc on doit voir ce qui n'a pas marché et redoubler d'efforts à ce que ça marche l'année suivante. De toute évidence, une année scolaire s'achève et une autre s'annonce. Donc le monde scolaire interpelle tous, élèves, parents d'élèves, autorités scolaires, afin de redonner à l'école malienne son image d'antan.
Actualité hors de nos frontières. Après la triple défaite subie par Boris Johnson au Parlement britannique, une loi interdisant un Brexit sans accord devrait être votée avant lundi. Celle-ci pourrait permettre la tenue d'élections anticipées souhaitées par le Premier ministre. Commentaire Sadio Sidibé. En déplacement dans le Yorkshire ce jeudi 5 septembre, le Premier ministre britannique Boris Johnson a vu son offensive de charme se transformer en chemin de croix. À la surprise générale, son frère Joe Johnson a annoncé plus tôt dans la journée qu'il démissionnait du gouvernement et ne se représenterait pas non plus en tant que député conservateur. Un coup extrêmement brutal asséné en public par ce frère cadet pro-européen qui dit jeter l'éponge car il ne pense pas que Boris Johnson agisse dans l'intérêt du pays en risquant un Brexit sans accord. Et si même son frère ne lui fait pas confiance, qui peut dès lors lui faire confiance? Se sont alors interrogés tout haut les commentaires politiques à Westminster. Pendant ces temps, dans le Yorkshire, Boris Johnson a voulu bien aller à la rencontre des électeurs, mais étant une personnalité politique un peu poil à gratter, les dirigeants s'est rapidement trouvé en difficulté prise à partie dans les rues qu'il visitait. Vous devriez être à Bruxelles en train de négocier au lieu d'être ici. En réalité, vous ne faites rien, lui a lancé devant les caméras un électeur furieux. Le scénario du Brexit connaît de si nombreux rebondissements qu'il est parfois difficile de s'y retrouver. En 48 heures, le Premier ministre britannique Boris Johnson a connu une terrible défaite au Parlement. Le 3 septembre, les députés ont repris le contrôle de l'agenda parlementaire normalement détenu par le gouvernement. Le lendemain, mercredi 4 septembre, le texte de Boris Johnson pour des élections générales anticipées a été rejeté et quelques heures plus tard, la proposition de loi demandant un report du Brexit pour éviter une sortie du Royaume-Uni sans accord à laquelle est farouchement opposé le chef du gouvernement a été approuvée par la Chambre des communes. Et maintenant, c'est désormais à la Chambre des Lords de voter le texte. Mais le temps presse puisque le Premier ministre a décidé de suspendre le Parlement à partir du 9 septembre et jusqu'au 14 octobre. Westminster a donc jusqu'à lundi pour faire adopter définitivement la loi imposant un report du Brexit du 31 octobre au 31 janvier. Le procès de Maurice Kamto, le leader du mouvement pour la renaissance du Cameroun, MRC, s'ouvre ce vendredi 6 septembre. Principal opposant de l'inamovible président Paul Biya, arrivé second à la dernière présidentielle, l'ancien ministre délégué de la Justice avait été arrêté lors des marches de contestation du régime organisées fin janvier. Commentaire Kadiatumbaye. Maurice Kamto, principal opposant au président du Cameroun Paul Biya, doit être jugé vendredi aux côtés des 90 de ses partisans pour insurrection et hostilité contre la patrie par un tribunal militaire de Yaoundé. Arrivé deuxième à l'élection présidentielle au Cameroun en 2018, Maurice Kamto risque théoriquement la peine de mort. L'opposant camerounais est jugé à partir du vendredi 6 septembre aux côtés de 90 de ses partisans pour insurrection par un tribunal militaire de Yaoundé. Son procès s'ouvre dans ce pays longtemps considéré comme îlot de stabilité en Afrique centrale, où le président Paul Biya règne en maître depuis 36 ans, mais confronté ces dernières années à de multiples crises. Depuis la proclamation de la victoire du président Paul Biya pour un 7e mandat consécutif, des manifestations pacifiques sont organisées dans plusieurs villes du pays par le mouvement pour la renaissance du Cameroun MRC, le parti de Maurice Kamto, qui estime avoir remporté l'élection. C'est à l'issue de l'une de ces marches que Maurice Kamto et des centaines de ses partisans avaient été interpellés par les forces de l'ordre fin janvier. À quelques jours de l'ouverture du procès, Maurice Kamto, 65 ans, et ses alliés ont déclaré lundi être prêts à faire face à la justice pour que la vérité éclate dans cette affaire. Ils ont conditionné leur présence vendredi à un libre accès du public et de la presse à la salle d'audience. En mars, les États-Unis avaient déclaré qu'il serait sage de les libérer, suivi de près par l'Union européenne qui avait parlé de procédures disproportionnées. Les associations de défense des droits de l'homme avaient elles aussi dénoncé par exemple la compétence du tribunal militaire à juger ces civils.
Actualité nationale, l'association Ahibahu Rassoul a initié une consultation ophtalmologique gratuite en prélude de la rentrée scolaire en vue de venir en aide aux enfants scolarisés. Débutée ce jeudi 5 septembre, l'opération va concerner environ une centaine d'enfants scolarisés qui seront donc consultés gratuitement par le cabinet médical Yélin. C'est un reportage de Abdul Karim Sako et Nouhoum Kone. Créée il y a 9 ans environ, l'association Ahibah Rassoul, qui veut dire les amoureux du prophète, est une association à vocation religieuse et humanitaire qui a déjà réalisé plusieurs activités humanitaires en faveur des personnes démunies. Elle a notamment procédé à des dons de sang et à l'achat de fournitures scolaires pour des enfants dont les parents n'ont pas les moyens. La présente consultation ophtalmologique gratuite en est la parfaite illustration. Elle va permettre d'aider les parents à être alertés des pathologies latentes oculaires, une initiative que le docteur Kamara, ophtalmologue, salue et encourage. C'est un screening, c'est-à-dire c'est un examen d'ensemble pour voir à peu près les pathologies générales qui peuvent, pathologies oculaires, qui peuvent affecter nos enfants. Par exemple, ce matin, on vient de commencer par la petite, comment elle s'appelle ? Khadija. Et tout de suite, on voit qu'elle est myope, elle a une myopie de -2. Myopie de -2, ça veut dire qu'au-delà de 60 cm, elle ne voit plus bien. Ça veut dire qu'il a été vraiment judicieux de l'avoir ce matin, afin de pouvoir lui prescrire des lunettes. C'est dans le cadre de la solidarité, hein. Donc des associations religieuses m'ont contacté. J'ai donné ma disponibilité pour pouvoir soigner gratuitement des centaines d'enfants. Donc j'étais disponible. On a mis tout le cabinet en marche. On va s'organiser mieux encore la prochaine fois pour pouvoir traiter beaucoup plus de patients. Première du genre, cette activité de l'association Ahibah Rassoul rentre dans le cadre de ces activités humanitaires à travers lesquelles les responsables de la dite association entendent manifester leur amour pour le saint prophète de l'islam. On va dire bientôt c'est la rentrée des classes. Non seulement l'association antérieurement a l'habitude de remettre des fournitures scolaires aux élèves, mais nous avons réfléchi cette année en disant que c'est vrai les fournitures scolaires c'est important, mais pour qu'un enfant puisse bien étudier, il faut d'abord que l'enfant voit bien. Vous-même, vous avez entendu le docteur dire qu'il y a des parents qui frappent l'enfant parce que, soit en disant que l'enfant refuse d'apprendre ses leçons ou l'enfant ne travaille pas bien, peut-être que l'enfant ne voit pas bien. Ce n'est que ça. Donc voilà pourquoi nous nous sommes dit, sous l'éclairage effectivement de l'imam Sidi Diallo, nous allons élargir cette activité. Bien vrai qu'il y aura la remise des fournitures scolaires en fonction des moyens de l'association, mais grâce à la bonne volonté du cabinet Yélé, et c'est l'occasion même de remercier le promoteur Claude Kamara, qui a bien voulu accéder à la doléance de l'association en acceptant une consultation gratuite en faveur des enfants scolarisés. La religion musulmane, ce n'est pas seulement la prière, ce n'est pas seulement le jeûne, c'est aussi l'entraide mutuelle. Je vous renvoie juste parmi tant de bonnes actions que le Seigneur même a recommandé de faire. Si vous prenez le Coran, il y a énormément de sourates qui invitent au bienfait. Je voudrais juste rappeler un peu la sourate Al-Kahf, la sourate 18, verset 30 de la sourate Al-Kahf, dans lequel Dieu dit « Vous, ceux qui croient et font de bonnes œuvres, ceux qui croient et font de bonnes œuvres, vraiment, nous ne laissons pas perdre la récompense de celui qui fait le bien. » C'est ce que Dieu dit dans le Coran. Donc pourquoi ne pas multiplier les bonnes œuvres? Il faut continuer à faire de bonnes œuvres et l'association Ahibah Rassoul, c'est sa vocation. Pour terminer, juste des mots de remerciement pour le cabinet Yélé qui a accepté encore une fois d'accéder à notre demande. Et Claude Kamara, vous l'avez entendu, il dit que ça c'est juste le début. Chaque semaine, tous les jeudis pratiquement, il va consacrer un temps de sa consultation aux personnes que nous allons lui amener pour une consultation gratuite. Et je pense que c'est un acte de solidarité qu'il faut vraiment saluer et apprécier. Notons que cette consultation ophtalmologique gratuite de l'association Ahibah Rassoul va concerner environ une centaine d'enfants scolarisés. Et nous retrouvons Al-Hamidou Badini pour le développement de l'actualité africaine et internationale.
L'ancien président zimbabwéen Robert Mugabe, qui a dirigé le pays de 1980 à 2017, est décédé à l'âge de 95 ans, a annoncé vendredi 6 septembre le chef de l'État, Emmerson Mnangagwa. Robert Mugabe avait pris les rênes de l'ex-Rhodésie, devenue indépendante en 1980. Pendant son règne de 37 ans à la tête du Zimbabwe, l'un des plus longs sur le continent africain, il fut le héros de l'indépendance. Accueilli en libérateur en 1980, sa politique de réconciliation au nom de l'unité nationale lui vaut des louanges générales, notamment dans les capitales étrangères. Mais rapidement, le héros se perd dans une dérive autoritaire et le régime se durcit contre ses opposants. Fin 2017, à la suite d'un coup de force de l'armée soutenu par son parti le ZANU-PF, le plus vieux chef de l'État en exercice de la planète à l'époque est alors contraint de démissionner. Il laisse un pays englué dans une profonde crise économique qui ne cesse aujourd'hui d'empirer. Le premier gouvernement au Soudan depuis la chute en avril du président Omar al-Béchir a été dévoilé jeudi par son chef Abdallah Hamdok, une étape majeure en plein processus de transition avec la mise en place d'institutions devant mener à un pouvoir civil. Annoncé en conférence de presse, le gouvernement est composé de 18 membres, 4 femmes, dont la ministre des Affaires étrangères Asma Mohamed Abdallah. Le Soudan s'est doté d'un conseil souverain après la signature le 17 août d'un accord historique entre le Conseil militaire de transition qui avait succédé à M. Béchir et les meneurs de la contestation. Cet accord trace les grandes lignes d'une période de transition qui doit durer un peu plus de 3 ans et ouvrir la voie à des élections démocratiques. L'un des grands défis du gouvernement sera de relever l'économie d'un pays ayant notamment souffert de 2 décennies de sanctions américaines. En Guinée-Conakry, Alpha Condé a indiqué mercredi lors d'une allocution à la télévision nationale avoir demandé à son Premier ministre de mener des consultations auprès des partis politiques, des institutions, des syndicats et de la société civile en vue de proposer une nouvelle constitution. Il n'y aura ni consultation, ni référendum, ni 3e mandat, avertissent les membres du Front national de défense de la Constitution réunis pour une déclaration commune. Il n'y a pas de débat autour du changement de constitution, prévient Seloun Dalen Diallo, chef de file de l'opposition. De son côté, le Rassemblement du peuple de Guinée, parti au pouvoir, affirme que ces consultations se tiendront avec ou sans le Front national de défense de la Constitution. On ne peut pas empêcher les gens d'avoir leur point de vue sur le débat constitutionnel, estime Souleymane Keïta, cadre du RPG. En Algérie, enfin, la police a empêché jeudi à Béjaï la tenue d'une réunion organisée par le Rassemblement Action Jeunesse, une association citoyenne en pointe dans le mouvement de contestation. La préfecture de Béjaïa avait interdit la tenue à compter du 28 août de l'université d'été que le Rassemblement Action Jeunesse organise pourtant chaque année depuis 2012 dans la localité de Tichy. Les membres du rassemblement avaient décidé de passer outre et d'organiser jeudi une université populaire sur la place de Béjaïa, 180 km à l'est d'Alger. La cellule de communication de la wilaya de Béjaïa rappelle que les autorisations sont délivrées sur la base de dispositions légales. Le Rassemblement Action Jeunesse avait attribué l'interdiction de son université d'été à son opposition affichée aux côtés d'autres associations à la présidentielle que veut organiser rapidement le pouvoir pour élire un successeur à Abdelaziz Bouteflika, contraint à la démission par la rue le 2 avril après 20 ans au pouvoir. Ainsi se referme cette édition d'information que je vous remercie d'avoir suivi. Passez un excellent moment en compagnie des programmes de Chérifla Télévision. Bonsoir.